Florence Hegel es una politóloga francesa especializada en el estudio de los partidos políticos y la participación ciudadana. Es profesora en Sciences Po Paris e investigadora del CEVIPOF y es conocida por analizar cómo cambian la militancia y el compromiso político en las democracias actuales. Sus trabajos se centran especialmente en la derecha francesa y en las transformaciones de los partidos, mostrando que lejos de desaparecer, estos se adaptan a nuevos contextos sociales y mediáticos. Así que, Florence, voy a abrir. Bonjour à toutes et à tous, et je remercie encore Stéphanie Allenda de nous avoir donné l'occasion d'avoir cette discussion sur la comparaison franco-chilienne. Donc, moi, je vais m'intéresser à la droite française et à la recomposition de la droite française avec une question en fil conducteur qui est celle de l'éventuelle union des droites. Alors, quand on parle d'union des droites en France, en réalité, la question qu'on va se poser, c'est l'union entre une droite classique conservatrice et l'extrême droite française. Je reviendrai sur ce point-là. Alors, en introduction, je vous ai mis une caricature d'un journal satirique français qui s'intitule « Le cauchemar du rapprochement entre la droite et le Rassemblement national » et qui montre à la fois Nicolas Sarkozy, dont vous savez qu'il a été le leader de la droite post-gaulliste et le président de la République, et qui a eu un séjour en prison à cause d'un procès sur des questions de corruption, et Marine Le Pen, qui elle-même a été accusée de corruption dans le financement de son parti politique au Parlement européen et qui, pour le moment, a fait appel. Donc, vous voyez, les difficultés de l'union des droites sont un peu caricaturées dans cette diapositive. Alors, pour essayer d'avancer, je vais procéder en m'interrogeant sur l'union des droites. Et pourquoi c'est intéressant, c'est qu'à la fois c'est un thème qui est très d'actualité en France aujourd'hui, puisque c'est une des principales questions qui se posent. Est-ce que la droite et l'extrême droite française vont faire alliance? Et c'est non seulement d'actualité, mais c'est aussi une question qui a une dimension de changement historique très essentielle, puisque historiquement, il n'y a pas eu depuis la Ve République d'alliance entre la droite et l'extrême droite. Donc on est vraiment à un point d'inflexion très important. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette question de l'union des droites et de l'extrême droite? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'une part, un changement dans les consignes de vote, c'est-à-dire le fait que la droite appelle ses électeurs à voter pour l'extrême droite, par exemple à un second tour d'élection. Ça peut aussi prendre la forme de primaires ouvertes, c'est-à-dire d'un dispositif de sélection d'un candidat présidentiel qui permettrait d'ouvrir la sélection à des candidats d'extrême droite. Et quelquefois, c'est évoqué par un certain nombre de dirigeants aujourd'hui. Et puis, bien sûr, ça peut prendre aussi la forme de coalitions parlementaires, par exemple entre le premier ou second tour de l'élection, et peut-être aussi de participation gouvernementale. Donc là, le thème de l'union des droites peut renvoyer à l'ensemble de ces éléments-là. Alors, je vais procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous présenter le tableau des droites en France pour bien rappeler la situation, parce que là aussi, c'est un peu la même chose qu'au Chili. Il y a une très grande fragmentation, donc je vais vous donner quelques éléments de repérage. Et dans un deuxième temps, j'analyserai plutôt la stratégie des droites françaises vis-à-vis de l'extrême droite et les conséquences de cette stratégie. Voilà les deux points que je soulignerai dans cette communication. Alors, quelques éléments sur la situation des droites au pluriel françaises. On se retrouve dans une même
Même situation qu'au Chili, c'est compliqué, c'est fragmenté, il y a beaucoup de partis. Pour vous résumer, là, je vous ai mis la photo des principaux leaders de la droite et l'extrême droite. Donc, en haut, à gauche, vous avez Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement national, donc qui est le président de l'extrême droite française. En dessous, vous avez Marine Le Pen, qui n'est pas présidente du parti, mais qui est la chef historique du parti et qui est la chef du groupe parlementaire du Rassemblement national au Parlement. Tout en haut à droite, vous avez un concurrent au sein de l'extrême droite qui s'appelle Éric Zemmour, et je reviendrai tout ça, qui est le chef d'un nouveau parti d'extrême droite qui s'appelle Reconquête. Donc là, en haut, là, vous avez les trois leaders de l'extrême droite français. Et puis, sinon, les trois autres, vous avez tout en bas, à gauche, vous avez Bruno Retailleau, qui est le président des Républicains. Les Républicains, c'est le parti, disons, post-gaulliste, hein, conservateur mais post-gaulliste. Voilà le président des Républicains. Et vous avez, à côté de Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, qui est également un des leaders importants présidentiables de la droite. Et tout en bas à droite, vous avez un représentant de, disons, la droite qui s'est rallié au macronisme, puisqu'il y a une partie aussi de la droite, qui est Édouard Philippe, et qui est l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Voilà, en gros. Alors, pour vous donner quelques éléments, la droite française est donc très fragmentée, et Frédéric Savicki vous a un peu rappelé les étapes, mais on a eu d'abord, disons, dans les années 70, c'est ce qu'il vous disait dans sa communication, un mouvement de polarisation, de bipolarisation, avec une coalition de gauche, une coalition de droite. Donc ça, c'est la première séquence, hein, dans les années 70, bipolarisation autour de deux coalitions. Autour des années 2000, il y a eu la création d'un grand parti de droite et de centre-droit qui s'appelle l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire. Donc c'était un parti qui maintenant s'appelle les Républicains, hein, mais qui s'appelait, et il y a eu donc une véritable fusion partisane, hein. Et aujourd'hui, il a perdu beaucoup de son envergure, de sa domination, mais il reste quand même une référence de ce point de vue-là. Donc, et vous avez aussi, à partir de 2017, une autre étape dans la fragmentation qui est liée à deux éléments principaux. Premièrement, une partie des dirigeants de ce parti, les Républicains, ont rejoint le macronisme, ont rejoint Emmanuel Macron, et donc ils ont aussi créé des petites structures de personnes qui sont de droite, mais en soutien à Emmanuel Macron. Donc il y a eu vraiment un large mouvement de transfuge. Et puis vous avez aussi, c'est aussi une caractéristique qui n'est pas spécifique à la droite, vous avez aussi en France, en raison du financement public des partis politiques, tout un ensemble de micro-partis, c'est-à-dire des partis qui sont liés à une personne, avec quelquefois un enracinement local très spécifique, et qui sont créés pour capter l'argent public en présentant des candidats à l'élection présidentielle. Donc cette fragmentation, elle est due à la fois à des mouvements du système partisan et à un effet propre du financement public sur l'organisation des partis. Alors vous voyez par exemple, là je vous ai mis un petit peu un tableau de l'ensemble des formations des droites françaises. Ceux qui sont écrits en rouge, ce sont ceux qui sont les plus importants, hein. Les Républicains, donc le parti post-gaulliste, l'UDI, un parti qui est un parti lié au Parti radical français et qui est important surtout au Sénat, hein, qui a une force au Sénat. Le mouvement qui s'appelle le mouvement démocrate, hein, qui est un mouvement issu de la démocratie chrétienne et qui a quand même 36 députés au Parlement. Et puis le mouvement qui s'appelle Horizon, qui sont donc ces personnes qui ont été des transfuges
des Républicains vers Emmanuel Macron. Et puis tout à droite, vous avez des exemples de micro-partis qui existent. Donc c'était juste pour vous montrer en réalité la grande fragmentation, mais vous connaissez ça bien, donc voilà, c'est juste pour vous donner un élément. Alors, du côté de l'extrême droite, comme je vous le disais, il y a aussi une forme de séparation, puisqu'aujourd'hui en France, il y a deux organisations qui se revendiquent de l'extrême droite. La première, donc à gauche, vous voyez Marine Le Pen et Jordan Bardella, qu'on a vu tout à l'heure. La première est bien sûr le Rassemblement national, qui est issu d'une organisation fondée par Jean-Marie Le Pen, le Front National, et qui a été créé en 1972. Alors, en France, on n'a pas de scrupule à appeler cette organisation une organisation d'extrême droite, même si ce terme ne serait pas revendiqué par Marine Le Pen, pour deux raisons. La première, c'est que c'est vraiment une organisation qui s'est construite sur la base d'organisations néofascistes. Donc, au départ, en 72, la base de ce parti, c'est vraiment des organisations vraiment d'extrême droite. Donc, la filiation est vraiment d'extrême droite, même si, évidemment, Marine Le Pen a essayé de banaliser, de normaliser ce parti politique, et on pourrait revenir sur cette question si vous le souhaitez, mais c'est qualifié en France comme extrême droite. Et puis, de l'autre côté, vous avez un nouveau parti qui s'appelle Reconquête, qui a été créé beaucoup plus récemment, puisqu'il a été créé juste avant l'élection présidentielle de 2022, par un ancien journaliste qui s'appelle Éric Zemmour, et que vous voyez là. Et c'est un parti qui a eu une vraie audience avant le résultat de l'élection présidentielle, en particulier parce qu'il y a eu une vraie stratégie d'implantation dans les milieux intellectuels, dans les milieux médiatiques, et donc qui a été très présent médiatiquement, mais qui finalement a eu un score assez décevant à l'élection présidentielle, puisqu'au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, je vous rappelle, Marine Le Pen a recueilli 23% des voix, mais Éric Zemmour, 7%. Donc, il a une audience médiatique réelle, mais un résultat électoral un petit peu décevant. Alors, qu'est-ce qui différencie, pour vous dire, qu'est-ce qui différencie ces deux partis d'extrême droite, et c'est important de vous le dire parce que c'est absolument décisif pour comprendre les stratégies d'union de la droite. Bon, commençons par ce qu'ils ont en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est une commune hostilité à l'immigration. Ils partagent bien cette mise sur l'agenda de la thématique de l'immigration comme quelque chose d'absolument essentiel, et plus précisément, dans le cas français, une hostilité aux musulmans et à l'islam. Donc ça, c'est le point commun, le ciment entre ces deux partis. Ils ne sont pas différents de ce point de vue-là. Bon, si on entre pour essayer de voir les différences entre ces partis, il y en a plusieurs. La première, c'est ce que je vous disais à propos du Rassemblement national. Le Rassemblement national s'inscrit à l'origine dans une tradition néofasciste, même s'il a, il a essayé de se normaliser, et cette normalisation est en partie un succès, en partie un échec. Elle est un succès dans la mesure où ils se sont normalisés d'un point de vue électoral, c'est évident. Elle est en partie un échec parce qu'il y a toujours parmi leurs candidats des personnes qui renvoient à cette tradition vraiment néofasciste, soit dans leurs tweets, soit dans leurs déclarations. Donc ils sont un petit peu entre les deux, globalement normalisés, mais avec toujours, disons, des retours du refoulé, on dirait, spécifiques. Ce n'est pas le cas de l'autre organisation Reconquête, qui ressemble plutôt aux Cachiliens, puisqu'il s'agit plutôt d'une droite conservatrice qui s'est radicalisée. Il n'y a pas
Et autre différence que je trouve assez essentielle dans la situation française, c'est l'extrême droite de Reconquête s'appuie beaucoup plus sur une matrice catholique que la droite du Rassemblement national. Donc d'un certain point de vue, Reconquête est plus chilien comme type d'organisation que le Rassemblement national. Donc radicalisation du conservatisme et importance d'une matrice religieuse et catholique, en particulier sur les questions de conservatisme moral. Donc, autre différence qui est importante, vous avez d'un côté, du côté du Rassemblement national, une grande partie des dirigeants, et en particulier Marine Le Pen, ne va pas se dire de droite. Elle va refuser cette catégorie. Elle va se revendiquer d'être ni de gauche ni de droite. Donc ça, c'est un point important. Et bien sûr, au contraire, du côté de Reconquête, il y a la revendication d'appartenance à la droite et il y a même la revendication d'être un mouvement réactionnaire au sens propre du terme, c'est-à-dire de réaction par rapport à un ensemble d'évolutions de la société. Donc ça, c'est déjà une différence. Troisième différence, c'est que le Rassemblement national, en tout cas jusqu'à présent, et j'y reviendrai plus tard, n'est pas sur des positions de libéralisme économique. C'est une partie du Front National doit sa force à son implantation dans des circonscriptions de régions désindustrialisées, avec des chômeurs, des ouvriers. Et donc, ils sont pas du tout sur des positions de libéralisme économique, mais plutôt sur des positions d'intervention de l'État. De l'autre côté, Reconquête est beaucoup plus clairement sur des positions de libéralisme économique. Donc là aussi, la comparaison avec le Chili est intéressante. Même chose sur les positions conservatrices, du point de vue culturel. Le Rassemblement national n'est pas vraiment sur des positions de conservatisme moral. D'ailleurs, ils ont accepté l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, donc ils ne sont pas du tout sur ces positions-là, alors que Reconquête, en raison de sa matrice catholique, est beaucoup plus sur des positions de conservatisme culturel. Enfin, dernière différence, le Rassemblement national, je suis un peu schématique bien sûr, mais a un électorat populaire très fort, alors que l'électorat de Reconquête est plutôt un électorat bourgeois. Vous voyez, donc il y a deux tendances un peu très différentes à l'extrême droite. Bien sûr, comme je vous le rappelle et comme je vous l'ai dit déjà, leur poids électoral est très peu comparable. Le vrai poids électoral, c'est le Rassemblement national, et Reconquête reste quand même, du point de vue électoral, autour de 7-10%, mais n'est pas dominant. Alors, le deuxième point ça c'était un peu le tableau général pour vous donner les éléments de compréhension de ce que je vais dire plus tard. Le deuxième point de ma présentation, c'est de vous présenter quelle a été la stratégie de la droite française vis-à-vis de l'extrême droite et avec quelles conséquences. Alors, je vous le disais, si se met en place une stratégie, disons, d'union entre la droite et l'extrême droite, cela sera vraiment un tournant historique. Et en particulier, cela sera un tournant historique par rapport aux dernières positions de Jacques Chirac dans les années 2000. Jacques Chirac, leader de la droite post-gaulliste, a globalement, et je reviendrai sur les nuances, a quand même toujours refusé une alliance avec le Rassemblement national. Et là, je vous ai donné un extrait de la déclaration de Jacques Chirac à entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2002, où non seulement il n'a pas voulu faire alliance avec Jean-Marie Le Pen, mais dans cette déclaration, il refuse de débattre avec lui. Il refuse d'avoir le classique débat d'entre-deux tours entre la droite et l'extrême droite. Et vous voyez donc cette déclaration, et c'est vrai que c'était... il était évidemment...
il avait un intérêt stratégique de rassembler l'ensemble des gens qui étaient opposés à Jean-Marie Le Pen. Mais il avait aussi une position qui était une position de principe et de refus de toute alliance avec l'extrême droite, de refus même de débattre avec son leader. Donc vous voyez que c'est pour ça que ça serait un vrai tournant s'ils abandonnaient cette stratégie. Alors, pour essayer de rentrer un peu plus précisément dans la stratégie de la droite vis-à-vis de l'extrême droite, je vais aborder 3 questions. La première question, c'est l'idée de la circulation des hommes. J'ai mis des hommes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont fait ce trajet de circulation entre les deux partis. C'est-à-dire, au-delà du refus d'alliance, est-ce qu'il y a de la circulation des élites entre droite et extrême droite? Ça, c'est la première question que je me poserai. La deuxième question que je me poserai, c'est est-ce qu'ils ont opté pour une différenciation en termes de thématique idéologique, ou est-ce qu'ils ont essayé, au contraire, de récupérer la thématique de l'extrême droite? Et la troisième point, c'est vraiment la question des alliances et des consignes de vote. Comment ont évolué les alliances et les consignes de vote? Donc ce sont les 3 questions que je vais me poser précisément pour analyser la stratégie de la droite vis-à-vis de l'extrême droite. Alors, s'agissant de la circulation des élites entre partis de droite classiques, conservatrices et extrême droite, on peut dire qu'il y a eu de la circulation, mais qu'elle a été résiduelle mais continue. C'est-à-dire que ça a toujours existé, il y a eu de la circulation entre les deux partis, mais ce n'était pas non plus massif, mais c'était quand même, ça a existé. Par exemple, dans les années 70 et 80, les partis, disons, sont devenus des partis post-gaullistes, et en particulier, il y a eu une intégration dans les partis conservateurs de toutes les personnes qui s'étaient opposées au gaullisme sur la question de l'indépendance de l'Algérie. De Gaulle était haï par une partie de la droite parce qu'il avait engagé l'indépendance de l'Algérie. Et donc, toutes ces élites qui étaient pro-Algérie française ont été récupérées par le Parti conservateur. Ça, c'est un premier élément de circulation. Et c'est Jacques Chirac qui a quand même fait ça et qui a intégré ces élites pro-Algérie française. Au milieu des années 2000, il y a des mouvements aussi autour du sarkozysme plutôt. Il y a des mouvements de passage entre la droite et l'extrême droite. Des mouvements de jeunes dirigeants qui, par calcul stratégique, vont tantôt aller rejoindre des dirigeants du RN ou des partis d'extrême droite qui vont aller rejoindre Sarkozy compte tenu de son succès, et qui vont repartir vers l'extrême droite après, quand il n'y a plus d'intérêt à aller à sarkozysme, aller rejoindre Nicolas Sarkozy. Et il y a aussi, par exemple, je peux vous donner un exemple plus précis, il y a aussi les mouvements de tous les dirigeants qui étaient des dirigeants que l'on appelle souverainistes, c'est-à-dire des dirigeants qui ont de droite, qui, au nom de la souveraineté nationale, critiquent l'intégration européenne et qui sont contre l'intégration européenne. Et ces dirigeants, ils ont aussi été un moment rassemblés au sein des partis conservateurs, et puis, quand ils ont vu que l'UMP restait un parti très pro-européen, ils sont allés rejoindre le Rassemblement national. Donc vous avez aussi autour de cette thématique des mouvements. Deuxième mouvement, autre mouvement que je signale quand même, c'est aussi, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est les mouvements inverses de personnes qui sont passées du parti post-gaulliste au macronisme, et qui sont là très nombreux. Et puis, il y a eu, disons, un cas qui est un cas spécifique, qui est le plus récent, qui est une scission partisane, puisque le président du groupe Les Républicains
Éric Ciotti a décidé en 2024 de se rallier au Rassemblement national. Donc là, c'était une scission beaucoup plus importante, puisque c'était vraiment le président du parti qui, avant les élections, a décidé de faire alliance électorale avec Marine Le Pen. Il a réussi à faire élire 16 députés, 16 députés, donc il a un groupe parlementaire de 16 députés, qui sont donc des anciens, des conservateurs du Parti conservateur qui soutiennent le Rassemblement national. Et parmi ces 16 députés, à peu près la moitié sont issus du sud-est de la France, et donc c'est aussi une région où le Rassemblement national est très impliqué et très implanté, où il fragilise la position des élus locaux de droite conservatrice, et donc ils ont également un intérêt particulier à faire alliance du point de vue local. C'est aussi une région de France où les rapatriés français d'Algérie sont très présents également, donc ça fait aussi un terrain commun. Alors, juste pour vous dire, quand Éric Ciotti, président du parti, fait scission, il n'est pas suivi par les principaux dirigeants du parti, et il justifie son choix avec cette formule « nous disons la même chose ». Donc ça veut dire que derrière, il prend acte du fait qu'il y a eu un rapprochement idéologique entre le Rassemblement national et la droite, disons, conservatrice. Et c'est bien pour ça qu'il est très intéressant de s'intéresser à la récupération thématique, au rapprochement idéologique de ces deux, disons, partis des droites françaises. Alors pareil, si on essaye d'analyser du point de vue de l'évolution la récupération thématique, la récupération idéologique des thèmes du Rassemblement national par la droite conservatrice, on peut saisir plusieurs étapes. On peut, je ne rentrerai pas dans le détail, mais le mythe qui contribue à dire que Jacques Chirac a été complètement hostile au Rassemblement national doit être un tout petit peu nuancé, parce que Jacques Chirac était aussi quelqu'un qui était très pragmatique, et il a quelquefois essayé la récupération thématique des thèmes du Rassemblement national, donc ponctuellement. Mais globalement, c'est bien Nicolas Sarkozy qui a introduit un véritable tournant en mettant en place une véritable stratégie pour récupérer les électeurs d'extrême droite. Et c'est ce qu'il a fait en 2007. Donc Chirac, c'était sporadique, c'était ponctuel. Globalement, il a pas mis en place ce type de stratégie. Nicolas Sarkozy a assumé le fait de vouloir récupérer les électeurs d'extrême droite, et il a assumé tout à fait explicitement que si on voulait les récupérer, il fallait s'adresser à eux sur les thématiques qui leur étaient chères et importantes. Donc, en 2007, il a mis en place une stratégie qui est complexe, assez travaillée, assez sophistiquée. Je ne rentrerai pas, j'aurai pas le temps de rentrer, mais où à la fois il a mis en avant le thème de l'identité nationale, le thème de l'ordre, et en particulier à l'école, il a eu tout un volet sur l'éducation, mais aussi, par exemple, il a été favorable à des formes de discrimination positive, d'affirmative action. Par exemple, il a dit qu'il était important de nommer des préfets qui étaient issus de la communauté musulmane. Donc, sa stratégie était assez complexe, et il a eu aussi mis en avant des thématiques sociales aussi. Donc, il a vraiment travaillé pour essayer de récupérer ces électeurs du Rassemblement national. Son discours s'est un peu plus durci quand il a dû faire face aux défaites durant son mandat. Et en 2010, on voit un durcissement de son discours où il associe
plus explicitement immigration et insécurité, ce qu'il avait essayé d'éviter en 2007. Cette stratégie a été très victorieuse à court terme, puisque lors de l'élection présidentielle de 2007, à l'époque le Front National perd 1 million de voix qui ont été récupérées par Nicolas Sarkozy. Mais, en fait, ça a été donc un véritable succès de récupération des électeurs du Rassemblement national, mais ce n'est un succès qui a duré qu'une élection, puisque tout de suite après, on voit un rebond du score du Rassemblement national, puisque vous voyez, en 2007, c'est 3,8 millions de voix qui sont au Front National, et qu'en 2012, c'est 6,4, en 2017, 7,6, et en 2022, 8,1. Donc, vous voyez, après, bon, ça a duré, c'était vraiment un succès de court terme, disons. Alors, donc, excusez-moi, je crois. Attendez, je regarde. Ouais, ok, excusez-moi. J'étais... Dernier point, j'ai parlé de la circulation des hommes, la récupération thématique. Maintenant, la question des alliances. Des alliances. Et là, je vais plutôt me concentrer à la question du changement dans la stratégie des consignes de vote. Donc, vous avez en France, et vous avez cette idée de ce qu'on appelle la discipline républicaine. La discipline républicaine, c'est le fait que les forces républicaines, on dirait dans un autre parti démocratique, dans un autre pays on dirait démocratique, les forces républicaines doivent s'unir face à des partis qui ne font pas partie de l'arc républicain, qui ne sont pas considérés comme étant véritablement démocratiques. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que les forces démocratiques de gauche et de droite peuvent voter ensemble pour faire barrage à un parti qui n'est pas considéré comme républicain ou qui n'est pas considéré comme démocratique. Cette discipline républicaine, elle a été évoquée pendant toute la période du leadership de Jacques Chirac, et elle a conduit à des prises de position de Jacques Chirac pour appeler ses électeurs à voter contre l'extrême droite. Donc ça, c'est la base, c'est la première consigne de vote pendant des années. Ça a été cette discipline républicaine, y compris de la droite conservatrice vis-à-vis de l'extrême droite. Autour des années 2010-2011, et principalement au moment justement où le leadership est tenu par Nicolas Sarkozy, cette consigne s'est transformée. On n'a plus parlé de discipline républicaine, de barrage vis-à-vis de l'extrême droite, mais on a eu cette formule qui est ni pour la gauche, ni pour l'extrême droite. Et ça, c'est la spécificité du sarkozysme, de dire on est autant hostile à l'extrême droite qu'à la gauche, et donc on vote blanc, on s'abstient, mais on ne choisit pas l'un ou l'autre. Donc ça a été le sarkozysme. Et maintenant, on est dans une troisième séquence où on voit émerger un discours, et par exemple, pour les prochaines élections municipales, on voit émerger ce discours, qui est de dire tout sauf LFI. Donc tout sauf l'extrême gauche. Voire, pour certains leaders de droite, tout sauf cette gauche en général qui est mélenchonisée, c'est-à-dire qui est sous influence de Jean-Luc Mélenchon, et donc même on ne votera pas socialiste parce qu'ils sont sous influence de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous voyez, il y a eu trois étapes, et on a vu donc l'effacement de la discipline républicaine, le passage par une stratégie ni la gauche ni la droite,
et maintenant l'émergence d'une stratégie qui est dire tout sauf l'extrême gauche, et donc on pourra appeler à voter pour l'extrême droite contre l'extrême gauche. Alors, aux dernières élections législatives, pour vous donner un élément, ce qu'on sait à peu près des stratégies de vote des électeurs de la droite, par exemple, de la droite LR, c'est que jusqu'à présent, ils se séparaient, ils se divisaient en 3 parties. Un tiers, par exemple, dans un cas de duel entre l'extrême droite et la gauche, les électeurs conservateurs de droite se partageaient en 3. Un tiers votait pour la gauche, un tiers votait pour l'extrême droite et un tiers s'abstenait. C'était à peu près cette proportion, et on va voir comment ça évolue en fait dans le temps. Pareil, je vous ai mis ici, il y a aussi du point de vue des alliances, on voit de plus en plus, en particulier au Parlement européen, des votes conjoints entre la droite et l'extrême droite au Parlement européen et sur certains textes à l'Assemblée nationale en France. Alors, quelles sont les conséquences de cette stratégie de la droite française qui, jusqu'à présent, parce qu'on est en plein changement, a été de choisir une récupération thématique des thèmes de l'extrême droite, c'est-à-dire progressivement, la droite française a insisté sur les questions régaliennes, d'ordre, de sécurité et surtout d'immigration, et a même pris des positions hostiles à l'islam. Donc elle a récupéré la thématique, mais jusqu'à présent, elle a toujours refusé l'alliance. Si on regarde un peu la littérature en sciences politiques, en tout cas une littérature qui s'intéresse à l'Europe, on peut considérer que cette stratégie-là a eu des conséquences qui étaient plutôt mauvaises pour la droite. Parce que d'un côté, alors je vous ai cité là le nom des auteurs qui ont travaillé sur ces questions, mais d'un côté, beaucoup de travaux ont montré qu'en récupérant, d'un point de vue thématique, les thèmes de l'extrême droite, la droite a contribué à les banaliser, à les légitimer, à les diffuser. Et donc on voit bien que les positions, par exemple, anti-immigration ou les positions plus, disons, radicales du point de vue moral, se sont finalement banalisées, elles sont très présentes, elles sont récupérées par tout le monde. Donc il y a bien ce mouvement de légitimation qui est mis en place, et ça, on ne le voit pas simplement dans le cas français, on le voit dans d'autres cas de pays européens. Mais de l'autre côté, en refusant de former des alliances avec l'extrême droite, la droite a réussi à protéger le potentiel d'attraction de l'extrême droite qui n'a jamais été au pouvoir. Et donc, il n'a jamais été confronté à l'épreuve du pouvoir. Et donc, il reste toujours attractif parce qu'on dit on ne les a jamais essayés, donc on pourrait les essayer. Et donc, ils ont toujours cette, disons, force de contestation de parti qui n'a jamais été au gouvernement. Donc, si on voit, disons, le croisement de ces deux stratégies, on comprend un peu les difficultés de la droite française qui se trouve à avoir banalisé les thèmes et en même temps à avoir maintenu le potentiel d'attraction de l'extrême droite. Et si vous regardez les résultats... Si vous regardez les résultats, par exemple, des élections... alors là, vous avez les élections européennes et présidentielles. Vous avez à gauche le Front National, Rassemblement National, vous voyez la courbe. Et à droite, vous avez les résultats électoraux de la droite post-gaulliste, UMP et LR. Vous voyez bien qu'il y a une montée continue du côté de l'extrême droite et une baisse très, très nette en termes du côté de la droite. Si on prend par exemple un autre indicateur qui est le soutien aux partis politiques, la proximité, le soutien aux partis politiques, et là c'est
c'est des enquêtes issues de European Social Surveys entre 2002 et 2023. Vous avez donc en bleu, vous avez la droite conservatrice, et en marron, vous avez le Rassemblement national. Et donc, en termes de soutien au parti, vous voyez bien la baisse du soutien à la droite conservatrice et la hausse du soutien au RN, même si vous voyez bien que cette hausse, elle est quand même limitée. Hein, elle n'est pas un soutien beaucoup moins fort que ce qu'était le soutien au parti de socialistes et de droite dans les années, disons, 2000. Voilà. Mais vous voyez bien ce mouvement. Alors, pour conclure, je voudrais dire deux choses. D'une part, revenir, insister sur le fait qu'on est vraiment dans une situation historique pour la droite française. On est vraiment dans un tournant vraiment particulier, qui est à la fois, si on le résume, est-ce qu'ils vont faire alliance avec l'extrême droite ou est-ce qu'ils vont se rallier au centre droit, au macronisme? Ils sont sous cette double pression, ils sont très divisés sur la stratégie à adopter. C'est aussi une situation, j'ai commencé une enquête avec les dirigeants des différents partis de droite, c'est aussi une situation où on saisit leur grande confusion et leur perte de repères. Ils n'ont pas du tout de ligne élaborée, ils sont assez flottants et on les sent très fragiles. Pourquoi on les sent très fragiles? C'est parce que si on prend le cas, par exemple, du parti post-gaulliste, les Républicains, ils sont dans une situation de très grande faiblesse et de très grande fragmentation. Ils sont même, je dirais, arrivés à un stade de désinstitutionnalisation du parti politique particulièrement forte. D'une part, on constate, et je constate dans cette enquête que je suis en train de mener, un fossé croissant entre les élus nationaux, les députés et sénateurs, et les élus locaux, incluant les maires. De fait, en France, vous avez, et ce n'est pas spécifique à la droite, mais ça a un effet aussi sur la droite, vous avez depuis 2014, c'est ça? Vous avez l'interdiction du cumul des mandats, c'est-à-dire du cumul, on ne peut pas être à la fois député et maire d'une grande ville, une maire d'une ville. Donc on doit choisir. Et donc cette interdiction du cumul de mandats qui était là pour que justement les gens se consacrent à leur mandat, a eu un effet, disons, pervers, c'est qu'il y a aussi une déconnexion de plus en plus forte entre les députés et les élus locaux, y compris les maires. Puisqu'il n'y a pas de maire à l'Assemblée nationale, et donc il y a, pour certains, il y a peut-être un fossé qui peut se marquer avec des députés qui sont plus idéologisés, plus polarisés à l'Assemblée nationale, et des élus locaux qui, eux, sont plus pragmatiques parce qu'ils gèrent leur collectivité locale. Donc ça crée une première, qui n'est pas propre à la droite, mais une première division très forte au sein du parti. Deuxièmement, dans le cas de LR, le fait qu'ils aient perdu leur position dominante fait qu'il y a une place de plus en plus importante aux rivalités personnelles, et des rivalités personnelles qui sont sans fondement idéologique. Très difficile de distinguer, ce n'est pas des factions avec des différences idéologiques, c'est des factions qui sont surtout sur des inimitiés, des hostilités personnelles. Et à tel point qu'aujourd'hui, pour la droite LR, vous avez une division totale. Vous savez que la France est un système bicamérisme avec Assemblée nationale et Sénat. Et pour le moment, il y a une totale rupture de coordination pour la droite conservatrice entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ont deux leaders qui s'opposent pour le candidat présidentiel. Donc ça, c'est aussi un élément de la désinstitutionnalisation qui fait qu'il n'y a plus aucune discipline au sein du parti, et que même leurs positions institutionnelles sont complètement divergentes.
Donc ils n'ont pas la même stratégie, en fait, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et par exemple, récemment, il y a eu le vote du budget de la sécurité nationale, de la sécurité sociale, pardon, en France, et le groupe au Parlement s'est divisé. Il n'y a eu aucune consigne de vote qui a été respectée. C'est un exemple. Donc on est dans une situation où tout est possible parce que tout est fragmenté, rien n'est coordonné, et donc il peut y avoir des choix très différents. Deuxième point sur lequel je voudrais conclure, c'est un peu la situation paradoxale dans laquelle se trouve la droite classique et conservatrice. D'une part, on a, lorsque leur président Éric Ciotti a choisi l'alliance avec le Rassemblement national, ce qui a été très, très, très évident, il n'a pas été beaucoup suivi, à part dans certaines circonscriptions du sud de la France, et tout le monde a condamné cette initiative. Donc il y a eu vraiment un rejet de cette alliance au niveau des dirigeants de la droite conservatrice. Et maintenant, on entend des déclarations publiques appelant à cette alliance, et ceux qui sont vraiment hostiles à cette alliance ne prennent pas la parole. Donc on voit bien qu'on est à la fois, il y a eu un rejet de l'initiative de scission, et en même temps, maintenant, il y a une banalisation, en fait, des appels aux alliances. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est assez confus, assez flou, et ils sont un petit peu perdus. La deuxième chose qui est un peu paradoxale, c'est que quand je fais des entretiens avec les élus de cette droite, ils me disent qu'ils sont beaucoup plus proches de Reconquête que du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus proches d'une droite qui est une droite issue de leur rang, plus bourgeoise, plus catholique, et que donc ils se verraient bien faire alliance parce qu'ils se sentent proches socialement, ils se sentent proches culturellement de cette droite, et qui considèrent que le Rassemblement national est beaucoup trop à gauche sur certains thèmes, que ça soit sur la question économique, ou que ce soit même sur des questions plus de culturelles et de mœurs. Donc ils sont plus portés à s'allier avec Reconquête. Mais Reconquête ne représente pas grand-chose d'un point de vue électoral. Donc il y a aussi ce point, certes, ils vont se rapprocher de Reconquête, mais jusqu'à présent, Reconquête, c'est 7% des voix, alors que c'est plus de 20-30% pour le Rassemblement national. Donc est-ce que c'est faire alliance? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et puis, dernier point aussi sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que le Rassemblement national est lui aussi en train de changer. Et lui aussi en train de changer, puisque vous savez qu'on n'est pas sûr que Marine Le Pen puisse se présenter à la candidature présidentielle, puisqu'elle a été condamnée et qu'elle a fait appel et qu'on attend le résultat de l'appel, et que celui qui va la remplacer, c'est donc le président du parti, Jordan Bardella, qui est un jeune homme d'une trentaine d'années, et Jordan Bardella se trouve beaucoup plus proche que Marine Le Pen de la droite. Il est beaucoup plus proche de positions libérales économiques, et donc il va y aussi avoir un effet. Est-ce que ça va être Marine Le Pen qui va pouvoir se présenter, ou est-ce que c'est Jordan Bardella qui pourrait être un candidat qui rassemble plus la droite que Marine Le Pen? Et pour le moment, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que le RN lui-même est aussi divisé. Je reste là et on continuera, j'imagine, dans la discussion. Merci beaucoup. Muchas gracias, Florence. Bueno, hay muchas conexiones con lo que nosotros vamos a presentar con el caso chileno, así que vamos a tener puntos ahí de intercambio importantes. Vamos a seguir con nuestra presentación con Nicolás Soma. En realidad va a estar la presentación más a cargo de Nicolás que de mí. Bueno, voy a partir presentando a Nicolás para no cortar la presentación
al medio. Y luego yo voy a hacer la introducción y Nicolás seguirá presentando resultados de la encuesta que estamos haciendo a los cuadros dirigenciales de Chile Vamos y de los republicanos. Bueno, Nicolás es un sociólogo uruguayo-chileno, reconocido por estudiar la protesta social, los movimientos sociales y la política en América Latina, especialmente en Chile. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha investigado fenómenos como el estallido social de 2019, analizando por qué surgen las movilizaciones y qué dicen sobre el malestar y las desigualdades sociales. Y por mi lado soy socióloga de la Universidad de Lille, doctora en la Universidad de Lille, y me he especializado en el estudio de la derecha chilena, con una incursión más reciente en el estudio de la derecha radical. Bueno, lo que vamos a presentar acá se titula La derecha chilena entre diferenciación y convergencia, 2016-2025, que busca entender un poco los momentos de, bueno, las estrategias, digamos, de diferenciación y de convergencia, como indica el título, entre Chile Vamos, que es la coalición de derecha convencional, ya compuesta por 3 partidos políticos, como saben, pero los colegas franceses ya empiezan a familiarizarse con la derecha chilena, así que saben que está la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, y por otro lado la derecha radical del Partido Republicano. La pregunta que nos hacemos es, ¿estas derechas en qué se diferencian? Y considerando que hay estrategias de convergencia y diferenciación, podemos preguntarnos si son solamente estrategias o si reflejan realmente diferencias profundas. Hay muchas preguntas que uno se puede hacer ahí y que vamos a responder cuando proyectemos los últimos resultados de encuesta que estamos cerrando. Vamos a cerrar la encuesta a fines de enero a los cuadros dirigenciales de estos partidos para ver precisamente en qué son parecidos y en qué se diferencian. Así que vamos a aportar ahí respuesta empírica a esta pregunta. Bueno, ¿qué se puede decir? Y ahí voy a seguir una reflexión bastante similar a la que siguió Florence Egel sobre Francia, ¿no? Voy a un poco analizar cómo estuvo moviéndose la relación entre ambas, un partido por un lado y una coalición. Entonces, lo que uno puede decir de manera general es que hay una tendencia a observar una derecha tradicional bastante pragmática en relación a su relación con la derecha radical. Por supuesto que la relación evolucionó porque, por una razón muy simple, a medida en que iba creciendo la derecha radical, la derecha tradicional se dio cuenta de que si quería ganar una elección presidencial tenía necesariamente que apoyarla. Por lo tanto, un primer elemento que hay que tomar en cuenta en el análisis, que es muy distinto al caso francés, es que podemos hablar en mucho menor medida, y incluso para nada, de una cultura acá del famoso cordón sanitario, ¿no? que hace una, digamos, en que las élites de derecha y otras, ¿no? se estarían organizando para cerrar el paso a lo que podría ser identificado como una derecha extrema. Vale decir que lo que uno observa en el caso europeo, que estudió muy bien Daniel Ziblatt en su libro Conservative Parties and the Birth of Democracy, que implica que hay, después de la Segunda Guerra Mundial, la consolidación de las democracias en Europa debe mucho precisamente a la existencia de partidos de centro-derecha robustos, en particular hace referencia a los partidos alemanes, CDU, CSU, que fueron capaces de emprender una acción política pragmática y operar como un dique de contención contra los extremismos. Este tipo de configuración en Chile y en América Latina se observa bastante poco. Lo que nosotros tenemos más bien en el caso chileno son partidos de derecha tradicional o derecha convencional que tienden más bien a asociarse y hace no hace tanto tiempo, ¿no?
con dictaduras militares, ¿no? Vale decir, tenemos los casos tal vez más llamativos, precisamente es el chileno, en el caso de la dictadura de Pinochet, en que hay un partido de derecha orgánico del régimen, que es la Unión Demócrata Independiente, y que por lo tanto podríamos clasificar como de extrema derecha durante los años 80, que va a sostener el régimen militar y cuyo ideólogo Jaime Guzmán fue muy clave para precisamente la perpetuación también del régimen, ¿no? Y también hay obviamente una colaboración de parte de otros sectores como Renovación Nacional, grupos de Renovación Nacional que colaboran también de manera mucho menos abierta o digamos masiva con la dictadura, ¿no? Entonces esa situación creo que marca bastante la naturaleza de la relación, en realidad partí por ahí, la naturaleza de la relación entre ambas derechas. Tenemos otros casos, ¿no? Caso brasileño con la ARENA, la Alianza Renovadora Nacional, que es el partido oficial de la dictadura. Ya estamos hablando de partidos que se remontan, la dictadura militar termina en 1985, es decir, que es hace muy poco tiempo, digamos, ¿no? O relativamente poco tiempo. Y son dos ejemplos muy importantes, y el caso de Paraguay, obviamente, con Stroessner, en que uno tiene el Partido Colorado, que es el partido oficial del régimen. Por lo tanto, el tema del cordón sanitario, la verdad que no se plantea de la misma forma, y ahí tenemos dos culturas políticas bien distintas. De hecho, con Simone Escoffier estuvimos analizando esto en un artículo que se llama Convergencia puntual de objetivos y luchas. Estuvimos analizando esto en un artículo y hablamos de una convergencia puntual de objetivos y luchas entre ambas derechas. ¿Qué implica esto concretamente? Que vamos a observar bastante tempranamente entre Chile Vamos y el Partido Republicano un trabajo conjunto, un trabajo de, unas alianzas bastante importantes. Vale decir que el Partido Republicano se va a quedar no por mucho tiempo como partido marginal. Y si es partido marginal inicialmente, es que se funda en 2016 como movimiento, luego José Antonio Kast es candidato independiente a la presidencial de 2017, consigue 8% de los votos, por lo tanto no es una amenaza para la derecha tradicional, pero no hay en ningún momento una estigmatización realmente muy tajante del sistema político tal como uno la puede observar en Francia, tanto de parte, por supuesto, de la izquierda, centroizquierda, como de parte de la derecha republicana o llamada republicana, ¿no? Entonces, acá en esta lámina tienen una lista de todo lo que ellos hicieron juntos desde el 2021. Inicialmente hay un conflicto porque republicanos, por supuesto, entra en conflicto con la UDI, es una decisión de la UDI, deja la UDI en 2016, funda un movimiento una vez más y luego se forma un partido político en 2019, ¿no? Pero ya en 2021 tienen una lista conjunta para la elección de convencionales, van en una misma lista. Por lo tanto, la primera convención constitucional, ahí van como aliados. Luego uno observa en la segunda vuelta presidencial, es un hito muy importante en la historia de ambas derechas, en 2021. Hay un frente, ahí sería lo contrario de lo que uno puede observar en Francia. En Francia hay frentes anti-extrema derecha. Acá tenemos nosotros un frente anti-izquierda que explica que incluso un partido más liberal en lo cultural como Evópoli, aunque diga que no va a integrar el gobierno de José Antonio Kast, hace alianza también para derrotar o tratar de derrotar a la izquierda en ese momento a través del candidato que gana la primaria, que es José Antonio Kast. No, que gana la primera vuelta, perdón, que es José Antonio Kast. Luego hay una coordinación en el plebiscito constitucional del 2022 a través de la campaña por el rechazo, vale decir, ambos se unen para defender la opción rechazo, lo que significa igual hay toda una dimensión ahí programática importante.
Hay una alianza estratégica durante el proceso constitucional de 2023, vale decir que trabajan conjuntamente sobre la segunda versión del texto constitucional, hasta la alianza presidencial ampliada que tenemos en 2025, con dimensiones tanto electorales como programáticas. Como ven, José Antonio Kast empieza a instalarse en el paisaje político con fuerza en 2021, vale decir solamente 3 años después de la fundación de su partido político, y se queda en la marginalidad finalmente muy relativa durante muy poco tiempo. En términos de cooperación, se observa un poco lo que mencionaba Florence en el caso francés. Hay también, pero de manera más sistemática probablemente, una cooperación parlamentaria regular, especialmente en materia de seguridad pública, inmigración, rechazo. Hay una dimensión programática ahí importante que comparten. Y hay alianzas electorales que se dan a nivel local, en las municipales, las elecciones regionales también, en que se desisten a favor del candidato de otro partido cuando esto puede darle su mejor resultado electoral. Así que esa es la situación un poco distinta a la situación francesa, que permite finalmente entender distintas cosas. Bueno, el tema del cordón sanitario que no funciona mucho, que ya lo mencioné, pero también se explica esa alianza porque hay igual una derecha que es pragmática en torno a una candidatura ganadora, digamos, ¿no? Y que por lo tanto va a apoyar al candidato que logra instalarse en primer lugar. Lo que se observa es que Kast se convierte muy rápidamente en el polo hegemónico de la derecha a partir del 2021, aunque pierdan las elecciones de 2023 y que gane el rechazo a la segunda versión del texto constitucional. Igual remonta después y vuelve también a hegemonizar, como vimos anoche, terminó de hegemonizarlo el sector. Eso es un poco el panorama general. Acá puse unos hitos también en esta historia. Lo que podemos destacar de estos diferentes hitos es que, hay ahí una batalla hegemónica que se da, y entendieron obviamente que la que ganó esa batalla hegemónica es la derecha radical actualmente, también en el Congreso en términos del peso, sobre todo de republicanos a nivel parlamentario, pero también lo que uno observa es que los posicionamientos críticos hacia la derecha radical son bastante no sé si tímidos, pero no determinantes en todo caso. En 2018, Piñera, un poco al estilo Chirac, ¿no?, había advertido que el proyecto de Kast no era el camino para Chile, marcando una distancia respecto de posturas más extremas dentro del sector. Lo que vemos es que a medida en que va creciendo y se va posicionando la candidatura de José Antonio Kast, tenemos un cambio de discurso, ¿no? En 2025, estando muerto Piñera, el entorno cercano de él, su familia, respalda a Kast, ya para que vean un poco los hitos y la evolución de esos hitos. La pregunta es, hay esas estrategias, hay una historia que explica mucho más los encuentros y el trabajo conjunto entre ambas derechas, pero nos podemos preguntar cuál es el parecido de estas derechas. En el caso de Chile Vamos, y ahí quisiera hacer un punto respecto al caso francés, si uno considerara que la UDI, que tiene su origen en una dictadura militar, fuese de extrema derecha y por lo tanto quede estigmatizada por esa misma razón, uno nunca podría pensar la pregunta de la moderación o del cambio en esos partidos. En el caso chileno, nadie se atrevería a decir actualmente que la UDI es de extrema derecha. Ahí hay una diferencia cultural, de cultura política, que es muy, muy distinta, y que yo creo que ahí hay que abordar esto de alguna manera, ¿no? Porque realmente es comparable. Uno podría decir, ok, el Rassemblement Nacional, el origen fascista, etcétera, pero en el caso de la UDI es sustento de un régimen militar y actualmente es lo que incluso se llama la centro-derecha acá, ¿no? O la derecha moderada, y hay una moderación que es muy real, muy concreta, que vamos a estar observando y que se dio a lo largo de los años. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Stephanie por la invitación a
a este proyecto de investigación. Yo voy a presentar el panorama de reconfiguración de la centroizquierda en Chile. Bueno, decirles que desde nuestra parte no está tan avanzado este estudio, sino más bien es algo todavía exploratorio y muy inicial, por lo que mi presentación va a considerar algunas cuestiones teóricas, algunos hitos de la introducción de estos nuevos actores, algunos hallazgos preliminares. Pude hacer 4 encuestas, en realidad no fueron encuestas, fueron entrevistas a líderes de distintos partidos. Entre ellos, claro, son muchos, por lo tanto, la primera aproximación fue con una persona del Partido Comunista, que es muy difícil llegar a ellos, ¿eh? No es fácil conseguir este tipo de información. Por otro lado, una diputada saliente del Frente Amplio y 2 personas del socialismo democrático. También quiero decir que parte de ese cuestionario y de algunas preguntas las tengo avanzadas como producto de mi tesis de doctorado. Así es que también tengo información que obtuve por lo menos para mostrar algunos hallazgos y conclusiones y desafíos. O sea, primero, cuando hablamos de reconfiguraciones partidistas, nos referimos a cambios significativos en la estructura de las relaciones y competencias en el sistema de partido. Sin embargo, desde la perspectiva en que nosotros tenemos que verlo en Chile, son transformaciones, no son colapsos del sistema. Entonces, eso también hay que tenerlo bastante claro en términos teóricos. También, ¿cuándo ocurren? Entonces, aquí nos habla de elecciones críticas que van a alterar los patrones de preferencias electorales, pero también la emergencia de nuevos actores que movilizan electores antes de estos desalineamientos. Por lo tanto, tomando en consideración eso, voy a mostrar algunas cosas. Para terminar, la pregunta es ¿por qué ocurren estas reconfiguraciones? Para el caso de Chile puede ser la pérdida de raíces sociales y debilitamiento de clivajes tradicionales y el cambio del entorno social que erosiona el arraigo partidista. Como consecuencia, entonces, ¿cómo se va a expresar esto? Es un paso desde el multipartidismo de baja a multipartidismo de alta intensidad competitiva. Esto lo tomé de un paper que está por publicarse de Estefanía Allenda con Julieta Suárez. Y por otro lado, algunos ajustes programáticos o declive electoral. De hecho, lo que nosotros podemos ir apreciando también y que la literatura lo afirma es estos partidos que empiezan a atrapar todo este tipo de demandas no reconocidas e integran, por ejemplo, las demandas de las mujeres, las demandas del medio ambiente y se conforman estos partidos de carácter catch-all o atrapa-todo. Y por lo tanto también con algunas apariciones de estos nuevos actores impactan en las organizaciones más antiguas, generando nuevos patrones de innovaciones organizativas a través de acciones afirmativas de género, de pueblos indígenas, de jóvenes y el uso de tecnologías digitales. Y eso también es un punto aparte, pero quienes han estado planteando este tipo de cosas, pero no tenemos capacidad aún de clasificarlo si está en la izquierda o la derecha, es este Partido de la Gente, que es un partido de nueva conformación y que ocupa muchísimo, como 5 estrellas en Italia, las plataformas digitales. Bueno, para plantear algunos hitos de la concertación a la nueva mayoría, vamos a ver este ingreso de nuevos actores. Yo pongo como eje de inicio de esto
el fin de la concertación con la pérdida de las elecciones por parte del candidato Eduardo Frei el año 2010. Y eso va a marcar precisamente una alteración y el ingreso de estos nuevos actores. El año 2011 se genera el movimiento estudiantil en Chile, que produce una crisis política significativa, particularmente por la demanda de los estudiantes por educación gratuita, y van a generar, si ustedes ven ahí en el costado derecho, hacia abajo, una nueva camada de actores políticos. Entre ellos el actual presidente Boric, su exministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, y su actual vocera de gobierno, quien es Camila Vallejo. Ellos dos van a generar una coalición, que es la que vamos a ver después, que es el Frente Amplio, y Camila Vallejo, que es del Partido Comunista. El año 2012 se crea un nuevo partido, que es el Partido Revolución Democrática, que da el inicio a estos partidos nuevos de izquierda o de nuevas izquierdas. Y el año 2013, Michelle Bachelet amplía la coalición y ya no es concertación, sino que se va a llamar Nueva Mayoría, que va a integrar al Partido Comunista en ella. El año 2015, además, va a ocurrir un cambio al sistema electoral en que se va a pasar del sistema binominal a un sistema de carácter más proporcional, de proporcional moderada. Eso va a tener un impacto directamente en las elecciones del año 2017, donde se estrena este sistema electoral y va a implicar también una fragmentación que parte por la izquierda, pero esto se sitúa también en la derecha. El año 2019 se va a generar el estallido social, que ese va a ser también otro hito que va a impactar en los partidos tradicionales de la izquierda y de la derecha, por supuesto, porque estaba Piñera en el poder, pero también en la izquierda, porque la centroizquierda no tenía cómo dar respuesta también a estas demandas sociales, y sobre todo también porque se le atribuyó la responsabilidad de no haber generado mejores condiciones de redistribución de la riqueza y el poder en Chile. Luego de eso vamos a pasar a un proceso constitucional. El año 2021 va a haber una elección de la Convención Constitucional donde los partidos tradicionales y toda conformación partidista va a quedar reducido al mínimo, donde se va a primordiar, va a ser privilegiada la votación hacia las personas provenientes de movimientos sociales sin una afiliación partidista clara, quienes van a tener la mayoría en este cuerpo que intenta cambiar la Constitución. Y luego el año 2021, en medio de este ánimo de transformación, vamos a tener elecciones presidenciales y parlamentarias y va a ganar el presidente Gabriel Boric. Entonces, como les decía, esto va de la mano, más o menos nosotros podemos ver alguna estabilidad, no tantos partidos. Ya en el año 2013 al 2017 nosotros podemos ver, esto es bajo el sistema binominal, algún que otro que empieza a salir, pero entre el 2017 y 2021 vamos a observar una fuerte fragmentación en la izquierda. Pero ya en el 2021 y el 2025 la derecha también comienza a experimentar esta fragmentación. Sin embargo, en el actual diseño, algunos de estos partidos del Frente Amplio van a conjugarse y van a estar convergiendo en un solo partido que ya dejará de ser coalición, sino más bien va a ser partido, y el resultado de las parlamentarias esta vez nos habla de una fragmentación, pero ya hay un poco más ordenada el sistema, ¿ya? Aún así sigue estando bastante fragmentado, ¿ya? Bueno, si nosotros observamos y nos
nos acercamos a esta tesis como del reemplazo, podemos observar en efecto un declive electoral de los partidos de la centroizquierda tradicional en Chile. El caso más dramático es el de la Democracia Cristiana, que en algún momento, el año 2013, partió teniendo 21 diputados, hoy en día tiene 8. Es decir, en 2 elecciones bajó sustantivamente. Lo mismo ocurrió con el Partido por la Democracia, pero en la última elección subieron. Entonces, también cabe la pregunta si es que existe o no este reemplazo o cómo se disputa en este bloque de partidos tradicionales de la centroizquierda versus los nuevos. En el caso del PS también, el Partido Socialista, si ustedes ven, también ha ido cayendo sistemáticamente en diputados. Y bueno, el Partido Regionalista Verde Social, que es un partido también que lleva bastante tiempo, también hoy bajó bastante en su votación. Acá en el caso de las nuevas conformaciones o de partidos que aplican como dentro de este espacio de la izquierda, el Partido Comunista recién adquiere una representación legislativa el año 2010 y pasa, si ustedes observan, de 3 escaños hasta una muy buena elección entre el 2021 y 2025 en que alcanza los 12 y, bueno, hoy disminuye un diputado. Entonces, se robustece esta votación. Y en el caso del Frente Amplio, que en el año 2021 logra alcanzar 23 diputados, esta vez baja a 17. Entonces, algo también está pasando de cuando nosotros hablamos de si existe la capacidad o no de realinear o eliminar o reemplazar y dónde está la disputa. Ahora, viejos y nuevos actores. Como yo les explicaba, existe una base empírica de las entrevistas exploratorias que hice a militantes de estos partidos, y los hallazgos centrales es que existen diferencias sustantivas entre las 3 tradiciones políticas en la centroizquierda en Chile. Tenemos una centroizquierda histórica, que es el PS y Bloque Progresista Exconcertación, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Son 3 cosas totalmente distintas. No es posible asimilarlas o juntarlas, ¿ya? ¿Qué es lo que encontré en el caso de la concertación y la centroizquierda? Es que existe una militancia debilitada, hay un compromiso político que persiste, pero con muy baja exigencia orgánica. Es decir, las personas que participan en los partidos ni siquiera participan de las reuniones, ya no es necesario hacerlo. Y también hay responsabilidades difusas, no se sabe muy bien para qué sirven, por ejemplo, las estructuras comunales, regionales, no hay un eco organizativo en eso, ¿ya? Hay muy poca renovación, escasos incentivos para disputar liderazgos internos, trayectorias largas. Dentro de las militancias hay todavía una generación política que se resiste a salir de ahí. Y por lo tanto, la única salida que encontró, por ejemplo, el Frente Amplio no fue ir a disputar dentro del Partido Socialista, por ejemplo, que hay una convergencia ideológica o política entre estos partidos, sino más bien fue salir del Partido Socialista porque era mucho más fácil adquirir ciertas responsabilidades orgánicas e incluso en posiciones políticas de mayor poder afuera que disputando internamente. También existe una pérdida de proyecto político, un debate centrado en la disputa del poder interno, pero no es un poder ideológico, sino más bien es un poder centrado en cargos, en elecciones, en incluso trabajos en el Estado. Es una situación muy cartelizada, como lo nombró en algún momento también Remile en su presentación de lo que ocurrió con el Partido Socialista. Una débil lectura de la realidad social
todo centrado más bien en cuestiones más pragmáticas que en cuestiones ideológicas y, por supuesto, un recambio más de rostros que de ideas en algunos casos, y el desenraizamiento territorial y la crisis del sentido, una política excesivamente parlamentaria, la subvaloración del poder local, en particular los liderazgos locales, por ejemplo, concejales y alcaldes no tienen el mismo poder o un poder de agencia como lo tienen sí los parlamentarios, quienes toman la mayoría de las decisiones al interior del partido. En el marco del estallido social y el proceso constitucional, esto profundiza la crisis interna porque esta centroizquierda no tiene una capacidad de responder programáticamente, ideológicamente, incluso hacerse cargo de las reformas que hicieron durante la transición, entonces no encontraron ninguna línea tampoco argumentativa que podría responderse a la ausencia de un debate político interno de parte de este bloque. ¿Ya? La concertación entonces no colapsa, pero pierde arraigo, renovación y horizonte político, y esto podríamos, si lo contrastamos con la información de los datos que les mostré de representación legislativa, podría ser un match. En el caso del Frente Amplio, tiene un origen generacional, surge del movimiento estudiantil principalmente, viene de la tradición de la izquierda socialista, con una impronta generacional muy fuerte y también muy performativa, y una convergencia de múltiples movimientos y partidos. Eran bastantes los que decidieron formar y congregar este partido nuevo. ¿Cuál es la mayor impugnación que hace este conglomerado? Es a la centroizquierda, ¿ya? Critica la estructura de la subsidiariedad del Estado, la falta de gratuidad en los derechos sociales, como también este quiebre político que hay con la centroizquierda, sobre todo por el tema educativo, donde las personas y los estudiantes tienen que pagar por la educación. Y disputan la hegemonía del sector. Existe una institución acelerada, ellos en 10 años más o menos llegan al poder ejecutivo, gracias a la reforma electoral esto va a habilitar su ascenso también, se consolidan como bloque el 2017 y aprenden rápidamente de los límites institucionales del gobierno estando en el poder ejecutivo. Es un proyecto en construcción, mezcla performance política e ideas aparentemente innovadoras, centralidad, por supuesto, en el comité central para tomar decisiones al interior de este nuevo partido. Existe un faccionalismo en los hechos, pero no está formalizado, ¿ya? Pero sí tiene una tendencia muy parecida a lo que es el Partido Socialista en su comportamiento interno, y el horizonte político que tienen es aún abierto. El Frente Amplio entonces combina innovación política, performatividad y aprendizaje institucional acelerado con un proyecto inacabado. En el caso del Partido Comunista, esto es como lo más novedoso que encontré en estas entrevistas. Ellos se declaran un partido marxista-leninista de funcionamiento basado en el centralismo democrático y alta coherencia entre ideología y práctica. Tienen un fuerte arraigo organizativo y territorial, participan todavía en células, son muy importantes en las universidades, en el sector público, militan con roles claros, control orgánico, muy vertical, presencia capilar y sostenida completamente. Pero va a existir una institucionalización estratégica en este caso, porque el año 2009 ellos deciden ingresar al Parlamento por vía de pacto por omisión, hacen un acuerdo con la centroizquierda de omitirse en determinados distritos para alcanzar esta representación legislativa. Es una decisión política que se basa en un ejercicio de análisis permanente de coyuntura que suelen tener en los distintos niveles del partido, y existió una inserción institucional planificada, no reactiva. ¿En qué consistió esta estrategia que fue bajo el mandato de Guillermo Tellier? Fue la formación sistemática de cuadros políticos, un recambio generacional preparado y gradual, y nuevas dirigencias en el Congreso Nacional, en el gobierno y municipio. O sea, hubo un plan, una estrategia
de insertarse dentro de las instituciones. Entonces, el Partido Comunista va a articular una identidad fuerte, disciplina organizativa y una estrategia gradual de poder. Y ojo, ellos generaron también cuadros técnicos que son de una generación muy interesante, que es la generación de la alcaldesa Hasler, donde tienen figuración pública, porque también está la alcaldesa Reyes, pero también tienen cuadros técnicos muy bien formados. Entonces ellos están involucrados en los distintos debates y no es que hayan renunciado a ideologías que ellos tengan, pero sí en términos de lo que decía Remy, del pragmatismo, de acercarse, por ejemplo, a temas como la reforma de pensiones, de analizar pragmáticamente los escenarios sin ninguna capacidad, por ejemplo, como horizonte transformador y eliminar, por ejemplo, el sistema de AFP, van a plantear ciertas medidas en torno a cómo se mejora. Uno de estos ejemplos es precisamente la ex candidata presidencial Janet Jara, que se adapta a la reforma de pensiones. Esto es una estrategia del partido, por lo tanto no es necesariamente algo que solo le ocurrió a ella, ¿ya? Entonces, algunas conclusiones preliminares. Va a existir entonces un cambio de estructura del campo político. Desde el año 2010 va a observarse una reconfiguración partidista en la izquierda chilena, alta fragmentación inicial, una convergencia parcial con el Frente Amplio, transición hacia un sistema multipartidista desde uno de baja intensidad a uno de alta competitividad, un declive de la centroizquierda tradicional, pérdida de representación parlamentaria y territorial, bloqueo de la renovación de liderazgos, concentración del poder en los parlamentarios, debilitamiento del nivel local, vaciamiento del debate político, más burocracia y candidaturas que un proyecto político. Oportunidad entonces que va a generarse para las izquierdas alternativas o emergentes. El vacío dejado por la centroizquierda va a ser ocupado por estos nuevos actores. El Frente Amplio y el Partido Comunista van a ingresar trayectorias diferenciadas, pero capitalizando este desgaste previo, que es un poco lo que plantea también Mansuy en su libro, precisamente esta disputa que hay entre la derecha tradicional, o sea, la izquierda tradicional y la nueva izquierda. Y el estallido social y la convención constitucional van a evidenciar estas asimetrías, donde el Partido Socialista particularmente va a quedar relegado como al eje más controlador, se podría decir, o tratando de buscar la estabilidad que lo que ocurre con los otros partidos. Y la reconfiguración no surge solo por la irrupción de estos nuevos actores, sino también por el debilitamiento del proyecto histórico de la centroizquierda. ¿Qué es lo que falta? Un montón. Por lo tanto, lo que me va a tocar hacer entonces es ampliar mi muestra, porque tengo que incluir a la democracia cristiana también acá y a otros actores también para ampliar este análisis. Muchas gracias.